Et si je vous disais que les extraterrestres que nous imaginons tous comme de petits hommes verts pourraient en réalité ressembler à des terriens tout à fait normaux et se détendre en Europe? C'est la péninsule ibérique, et les personnes qui y vivent sont sous suspicion. Voici la raison. D'une manière ou d'une autre, des parties des artefacts les plus importants de la civilisation ibérique, appelés trésors de Villena, sont fabriqués à partir de métal qui ne peut tout simplement pas être trouvé sur Terre, car c'est du métal provenant d'une météorite. Abordons cela étape par étape. Voici l'artefact lui-même, trésor de Villena, et il est composé de 59 objets différents. Des bols, des bouteilles et des bracelets. Y a-t-il un motif là, avec tous ces baies? Au total, la découverte pèse environ 9 kg, dont 8 kg sont en or de 23,5 carats. Si vous n'êtes pas un spécialiste du métal, je vais vous éclaircir cela tout de suite. À titre de comparaison, l'or 23K est composé à 95,8% d'or pur, donc l'or 23,5K est encore plus pur. Le pourcentage restant correspond à d'autres métaux qui aident à ajouter de la résistance et de la durabilité à l'alliage précieux. Il y avait aussi de l'argent, du fer et de l'ambre dans cet ensemble. L'artefact aurait pu être assez simple, mais pour ces deux-là, appelons-les imposteurs. Regardez ce bracelet en fer forgé et cet hémisphère creuse. Voyez-vous cela? Ces lignes rouillées sur l'hémisphère et la couleur étrange du bracelet se démarquent vraiment, puisque tout le reste est constitué du plus pur or. Tout a commencé en 1963, lorsqu'un chercheur a remarqué un métal sombre plombé parmi les bols et bouteilles brillants. Pour que vous compreniez bien, l'or ne se comporte généralement pas de cette manière. L'or est l'un des métaux les moins réactifs. Il ne se ternit donc même pas, encore moins rouille. Pour déterminer d'où provenait ce fer suspect, les chercheurs ont utilisé la spectrométrie de masse, qui examine le rapport masse-charge des molécules. Leurs découvertes ont montré que le nickel dans le fer est similaire à celui que l'on trouve dans le fer météoritique. En termes simples, le bracelet et l'hémisphère sont d'origine extraterrestre. L'âge exact de ce trésor est difficile à déterminer, mais il est crucial. Nous devons connaître l'âge exact pour voir s'il coïncide avec le début de l'âge du fer dans la péninsule ibérique. Si c'est le cas, alors pas de questions supplémentaires ici. Mais si ça ne l'est pas, eh bien c'est pour le moins étrange, sinon suspect. Donc, il existe ce système des trois âges. Il se compose de l'âge de la pierre, puis de l'âge du bronze, et enfin de l'âge du fer. L'âge de la pierre n'est pas important ici. Comparons les âges du bronze et du fer. L'âge du bronze a commencé lorsque l'on s'est rendu compte que la combinaison du cuivre et de l'étain produisait un matériau plus durable que chacun de ces métaux pris séparément. Cette ère était entièrement consacrée à de grandes améliorations des outils et des armes. Mais deux inventions majeures se sont distinguées, les systèmes d'écriture et la roue. Puis vint l'âge du fer. Cette période était entièrement consacrée à l'introduction progressive du fer dans la vie quotidienne. Le fer était beaucoup plus facile à modeler en designs astucieux que le bronze. C'était important parce que le fer, surtout lorsqu'il était transformé en acier, apportait des améliorations significatives dans tous les aspects de la vie. Les outils devenaient plus légers, moins chers et plus résistants par rapport à leurs équivalents en bronze. Vous suivez? Parfait. Ainsi, les chercheurs ont longtemps débattu de savoir si le trésor remonte à l'ère post-argarique ou à la dernière partie de l'âge du bronze. La dernière étude affirme que ces artefacts ont été créés entre 1400 et 1200 avant Jésus-Christ. Et quelque chose ne colle pas vraiment. Tout d'abord, l'âge du fer a commencé environ 500 ans après la création de ces artefacts. De plus, les anciens artisans ne pouvaient pas savoir à l'époque comment travailler avec des métaux qui sont arrivés sur Terre il y a environ 1 million d'années. Et bien que les dates soient vraiment difficiles à expliquer, il existe une explication logique pour l'artisanat. La théorie ici est que ces métallurgistes avaient simplement accès à la météorite tombée. Et ainsi, ils pouvaient bien l'étudier et découvrir ses propriétés avant de l'utiliser à des fins décoratives. Ils auraient pu le découvrir par essai et erreur. Et une fois qu'ils savaient exactement comment travailler avec ce métal extraterrestre, ils ont procédé à orner les artefacts avec lui. De plus, il y avait les Phéniciens qui ont contribué à leur artisanat. Il est vrai que les peuples ibériques travaillaient le métal et fabriquèrent de la poterie bien avant que les Phéniciens ne s'installent sur la péninsule.
Mais l'arrivée de nouvelles techniques de travail des métaux et l'introduction du tour de potier leur ont permis de produire des biens de meilleure qualité beaucoup plus rapidement qu'auparavant. Alors, nous avons découvert les origines extraterrestres des artefacts ibériques, mais devinez quoi? Cette zone est toujours suspecte. La raison en est la langue qu'ils parlaient. Vous voyez, pour la plupart des langues modernes utilisées aujourd'hui, il y aura toujours une proto-langue. Par exemple, pour l'italien, l'espagnol et le français, c'est le latin, d'où leur similitude. Mais attendez, l'ibérique était largement parlé, là où se trouve l'Espagne moderne. Pourquoi l'espagnol n'y ressemble-t-il pas? La vérité, c'est qu'aucune langue aujourd'hui ne ressemble à l'ibérien, peut-être seulement le basque, mais c'est en raison de quelques similitudes trouvées dans leur système numéraux. Le basque est classé comme une langue isolée, ou simplement non apparentée à toute autre langue connue, et la seule langue isolée en Europe. La langue ibérienne est non classifiée. Bien que les écritures rédigées en elle aient été déchiffrées à divers degrés, la langue elle-même reste largement inconnue. Et regarde l'alphabet qu'avaient les Ibériens, on dirait qu'il n'appartient pas vraiment à notre planète. Oh, attends un peu, celui-ci pourrait être un peu tiré par les cheveux. Quand les Phéniciens sont arrivés sur la péninsule, ils ont apporté leur alphabet pour les Ibères. Mais honnêtement, les Ibères n'étaient probablement pas enclins à simplement copier le système d'écriture de quelqu'un d'autre, alors ils l'ont modifié jusqu'à ce qu'il paraisse complètement différent. Disons juste qu'ils ont pris un peu d'inspiration et s'en sont allés avec. Bien que les linguistes puissent deviner dans une certaine mesure comment la plupart des caractères sonnaient, traduire réellement la langue reste totalement impossible. La langue ibérique était non indo-européenne et a disparu il y a plus de 2000 ans, et il n'y a pas de langue similaire restante pour nous aider. Super frustrant, n'est-ce pas? Nous avons plus de 2000 inscriptions ibériques provenant de tombes, de pièces de monnaie, de poteries, de plaques de plomb, et même de gravures sur les parois des grottes. Mais à part une poignée de mots, nous sommes totalement dans le flou quant à leur signification. Si nous pouvions comprendre leur langue, nous aurions peut-être appris qu'ils étaient de grands penseurs et tout. Mais nous ne pouvons qu'admirer les œuvres d'art qu'ils ont laissées. La culture ibérique regorge de créations étonnantes réalisées par des artisans talentueux. Nous parlons non seulement de métallerie et de céramique, mais aussi de sculptures détaillées, de textiles, de bijoux et d'autres parures personnelles. Mais voici le hic. La fabrication de tous ces articles de luxe dépendait beaucoup d'une grande classe agricole. Au cœur de la société ibérique, la plupart des gens étaient impliqués dans l'agriculture et l'élevage du bétail. Selon l'endroit où vous vous trouviez, les types d'agriculture variaient. Par exemple, au nord, ils étaient entièrement consacrés à la culture des céréales, tandis qu'à Valence, ils se concentraient sur la production d'huile d'olive et d'autres aspects agricoles. À l'ouest, l'élevage était le centre d'intérêt. Cependant, nous n'avons pas beaucoup d'informations sur la vie quotidienne des nombreuses personnes effectuant ce travail essentiel. À l'inverse, nous en savons beaucoup sur la classe supérieure de la société ibérique qui contrôlait ses ressources agricoles et engageait les artisans. Dès le 7e siècle avant notre ère, nous commençons à observer un groupe de princes ibériques qui vivaient une vie de luxe, commerçaient avec les Phéniciens et profitaient d'objets de luxe sophistiqués. Vous pouvez reconnaître cette classe d'élite à travers leurs pratiques funéraires. La crémation était la méthode privilégiée pour les funérailles parmi les Ibères, et les individus riches étaient souvent trouvés dans les cimetières, avec toutes sortes de biens somptueux et de sculptures funéraires qui nous donnent un aperçu de la mode et des coiffures des riches. Fait intéressant, à partir du 6e siècle avant notre ère, il y a eu une baisse notable du nombre de sépultures reconnaissables, ce qui suggère que ces coutumes funéraires élaborées sont devenues plus exclusives à une petite élite. Pendant ce temps, le destin de la majorité, agriculteurs, artisans, soldats et ouvriers qui constituaient une grande partie de la population, reste en partie un mystère. Il s'agissait autrefois d'une civilisation assez avancée, mais elle a disparu sans laisser de traces. Les chercheurs pensent que cela pourrait être dû à un énorme tremblement de terre. Mais jusqu'à présent, nous n'en sommes pas sûrs. Nous sommes en 1898, et tu participes à des fouilles à Saqqara. Cet endroit, situé non loin du Caire, regorge de tombes anciennes et de pyramides. En bon aventurier, tu espères trouver quelque chose de vraiment cool, et devenir célèbre. De l'or, des manuscrits, des cartes au trésor, des momies de pharaons.
Mais tu trouves un oiseau en bois. Tu es très déçu. Ça ressemble à un simple jouet. Un jouet ancien, mais un jouet tout de même. Tu es alors loin de te douter que, dans quelques années, quelqu'un affirmera qu'il s'agit en fait d'un ancien monoplan. Cet objet, surnommé l'oiseau de Saqqara, est en bois de sycomore. Il a une envergure d'à peine 18 cm et pèse environ 40 grammes. Un beau souvenir de ton voyage en Égypte, à mon avis. Il a plus de 2000 ans et est assez simple, sans plumes gravées ni aucune autre décoration. Il a cependant un bec et des yeux, ce qui le fait un peu ressembler à un faucon, l'emblème du dieu Horus. Sa queue a quelque chose d'inhabituel, elle est carrée, étrangement droite, et on dirait qu'une pièce aujourd'hui manquante venait autrefois la compléter. Nous adorons résoudre les mystères, du coup, plusieurs théories ont été avancées au sujet de cet oiseau. La première, toute simple, est qu'il s'agissait d'un objet cérémoniel. La deuxième idée est qu'il s'agissait du jouet d'un enfant né dans une famille aisée. Il pourrait s'agir d'une sorte de boomerang, très populaire dans l'Égypte ancienne. Enfin, selon une autre théorie, l'oiseau aurait été utilisé comme girouette. Mais cette théorie n'a pas été retenue, car la figurine ne présente aucun trou ou marquage, à l'exception de celui qui a été fait au musée du Caire pour la fixer sur son socle. Il n'y avait donc jadis aucun moyen de l'accrocher. Près d'un siècle après la découverte de l'oiseau, l'égyptologue Khalil Messia a proposé une nouvelle théorie selon laquelle il pourrait s'agir d'un modèle de monoplan. Selon lui, il manquait à l'oiseau un empennage horizontal. Par ailleurs, ses ailes étaient placées à angle droit, comme celles des avions modernes. Cela aurait pu servir à générer la portance aérodynamique nécessaire au vol. Le docteur Messia a également affirmé qu'il était courant à l'époque de placer des modèles miniatures d'inventions technologiques dans les tombes. Les anciens Égyptiens ont-ils vraiment inventé l'avion en 200 avant notre ère? Cela aurait beaucoup contrarié les frères Wright, que l'on considère comme les inventeurs de l'aviation. Ils n'ont effectué leur premier vol qu'en 1903. Afin de nous en assurer, il nous faudrait tester le modèle. Mais le musée égyptien ne laisserait probablement personne lancer en l'air cette précieuse pièce de collection. C'est pourquoi le concepteur de planeur, Martin Grégory, a construit un modèle similaire, cette fois en balsa, et a pu conclure que même avec un empennage horizontal, cet avion n'était pas très performant. Affaire résolue. Et non. Une chaîne de télévision n'a pas trouvé cela convaincant et a donc invité un expert en aérodynamique à construire une autre réplique de notre oiseau. Il l'a testé dans des conditions similaires à celles de l'Égypte ancienne, et a été impressionné par ses capacités.